Il me faut un pouce bleu pour cette vignette, c'est obligé. Ja, masterclass de Daniil Medvedev face à un Opelka complètement médusé à Toronto. C'est le 4e Master 1000 pour le Russe. Roger Federer out pour le reste de la saison 2021. Sniff et Stefanos Tsitsipas victime d'attaques honteuses sur les réseaux. C'est le programme exhaustif de votre dernier digest de Toronto. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit sirop d'érable en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par une triste nouvelle pour les fans de tennis que nous sommes et qui est venue de Roger Federer. Alors on n'est pas en train de parler de retraite pour l'instant, mais il a expliqué qu'il s'était reblessé pendant la saison sur gazon à Wimbledon et qu'il serait absent pour de nombreux mois. Selon ces termes, donc on peut a priori tirer un trait sur 2021, sur la Lever Cup, sur Bâle, sur les objectifs de fin de saison, même s'ils étaient relativement maigres après ce qui s'était passé à Wimbledon et notamment le 6-0 infligé par Hurkacz dans le 4e set de leur rencontre. Ce qui fait donc que Roger Federer aura eu recours à 2 opérations au genou, à une préparation, je pense, très pointue parce qu'il était tellement fit à Roland Garros, on l'avait vu courir en tous les sens, à Wimbledon également. Un petit peu pour rien, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais simplement 13 matchs disputés en 2021, un quart de finale à Wimbledon, alors que peut-être il envisageait quelque chose de plus royal comme sortie. Ça reste que c'est une nouvelle qui fait, je pense, assez mal quand même aux fans de tennis que nous sommes. Personnellement, je suis un petit peu abattu d'entendre ça. Pas qu'on l'imaginait non plus se balader et aller remporter un nouveau Grand Chelem ou un nouveau Wimbledon, mais ça, il avait raté le coche en 2019 face à Novak Djokovic. Reste que c'est un champion iconique de l'histoire de ce jeu, l'un des plus grands champions de tous les temps en tennis, et ça fait un petit peu de peine qu'il puisse pas sortir par la grande porte avec un corps qui est en train de le laisser tomber. Alors c'est normal à 40 ans, logiquement vous êtes à la retraite à ce moment-là, mais voilà, triste nouvelle, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis un petit peu tristoun. Et on enchaîne dans ce côté réseau avec un gros coup de gueule. Il est temps de passer un énorme coup de gueule vis-à-vis de ces SJW de MERDE qui passent leur temps à donner des leçons de bien-pensance à tout le monde, et notamment à Stefanos Tsitsipas là, qui a été victime ces dernières heures de cette espèce de voix, de cette vox populi qui nous explique que eh bien c'est interdit de lancer sa raquette en fait, c'est interdit de s'énerver, c'est interdit d'avoir des accès de colère. Alors simplement pour Stefanos Tsitsipas, pour les autres joueurs ça passe. Et on voit aussi un autre truc qui m'énerve, c'est que les fans de Novak Djokovic ou de joueurs qui sont habituellement critiqués, et bien dès qu'on a un joueur qui fait un petit écart, et bien ils s'engouffrent là-dedans et ils disent des conneries comme Stefanos n'a pas assez de haine, enfin ne reçoit pas assez de haine pour le nombre de crises qu'il lance sur un terrain, contrairement à Novak Djokovic ou aux filles de la WTA. Et en fait, qu'est-ce qu'on gagne avec ce genre de message? Qu'est-ce qu'on gagne avec ce genre de critique? C'est-à-dire que vous supportez un joueur qui est assez largement critiqué, après pour des raisons évidentes, pour Novak Djokovic, c'est un joueur qui est clivant, même si c'est un joueur extraordinaire, il a des défauts, il a des aspérités qui sont très intéressantes à commenter. On n'est pas là pour parler de Novak, mais on est là pour parler de ces personnes qui, vont répandre la haine, vont la renvoyer comme des miroirs, et je trouve que c'est tellement malsain, c'est tellement puéril. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, donnent une caisse de résonance à ce genre de débilité, à ce genre de bien-pensance, et je trouve qu'on est un peu dans une société là, systématiquement, où dès qu'on a quelqu'un qui fait une mini-erreur, une micro-erreur, et même 10 ans en arrière, eh bien on va aller le punir. Alors je sais bien que Stefanos Tsitsipas, c'est un joueur, il a une personnalité un peu étrange, c'est un enfant roi, etc. Mais quand on regarde par exemple des joueurs comme Daniil Medvedev, il fait pareil, lui il explose des raquettes, il a même lancé sa raquette dans une tribune, mais on dit rien, parce que Daniil il est sympa, parce qu'on a un préjugé, un a priori positif. Mais on connaît pas ces mecs en vrai, et qui sommes-nous en fait pour juger? Est-ce qu'on a déjà été placé dans des situations de tension extrême comme ça, avec des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent sur le court, mais également à la télévision? Non, je pense pas, on réagirait peut-être d'une manière pire. Si vous avez déjà joué au tennis, vous savez que c'est un sport qui vous fait un peu vriller. On a un autre tweet encore un peu plus débile, Djokovic a tellement battu Tsitsipas lors de cette finale à Roland Garros qu'il continue d'utiliser les tactiques des pauses pipi. La seule différence est qu'il perd toujours au moins 99% des fois. Et ça revient comme un écho systématiquement avec cette espèce de circuit fermé où la haine se renvoie à la haine, et on s'en sort pas en fait, on s'en sort pas, et je trouve que c'est imputable en partie à certains fans hardcore de tennis qui essayent de véhiculer ce genre d'idées, qui essayent de nuire à la réputation des autres joueurs, à leur porter préjudice, tout ça pour gratter quelques likes, quelques retweets, mais en fait ça c'est du poison. Parce que ça imprègne les esprits, même les esprits les plus intelligents, et puis on finit par se dire ouais au final un Tsitsipas c'est une sale merde, et puis c'est bien mérité qu'il perde ce match parce qu'au fond c'est un sale type. Non, je pense qu'il y a un moment donné où il faut essayer de réagir avec un peu plus de nuance, et je trouve la communauté tennis sur Twitter très toxique, parfois trop toxique, et faut pas oublier que ce sont des jeunes joueurs, 23 ans pour Tsitsipas, il y a Naomi Osaka aussi qui en prend plein la tronche.
ayons un petit peu de mansuétude, un peu de bienveillance dans ce monde, essayons de nous renvoyer de l'amour plutôt que de la haine, ce sera bien. Et on enchaîne avec le coin tactique. Daniil Medvedev a remporté le Masters 1000 de Toronto face à Reilly Opelka, une véritable masterclass de la part du russe. On va regarder en 4 palettes essentielles ce qui s'est passé dans cette rencontre et comment le russe a réussi à déjouer les plans du bot américain. Alors déjà dans un premier temps, ce qui m'a paru évident quand on a regardé cette rencontre tous ensemble sur Twitch, ça a été à quel point Daniil Medvedev avait prévu le fait de résister au deuxième coup de raquette. On le sait, Opelka, et notamment sur son match face à Stefanos Tsitsipas, il a beaucoup usé et abusé des one-two punches et des services volés, et le plan pour Daniil, et là on le voit sur un point très important, la troisième balle de break dans ce jeu, ça a été de résister à ce deuxième coup de raquette. Alors en plus, on a eu un Opelka qui a un petit peu de choc ces 4 balles de break dans cette rencontre, il n'a pas été assez offensif, assez incisif, et du coup il s'est enferré dans la stratégie préférée de Medvedev, c'est-à-dire les points intermédiaires et les points longs. D'ailleurs, petite statistique sur les échanges de moins de 5 coups, on est à 43 pour Medvedev et 42 pour Opelka, mais par contre sur tous les points au-dessus de 5 coups, c'est 29 pour Medvedev et 14 pour Opelka. On regarde cette séquence, donc la troisième balle de break, on a un échange qui s'installe, on voit qu'Opelka fait pas grand chose, un petit slice ici, on avance un petit peu, le russe qui tisse sa toile avec un joli coup droit ici, et là Opelka qui va vite se relever, qui va faire une faute en longueur, ça va ramener Daniil à 40, et il va rater le coche à ce moment-là, il va rater les 3 balles de break pour pouvoir éventuellement s'envoler vers un 3-1 et peut-être ensuite après pouvoir capitaliser sur son service. Donc ça a été un moment très fort de la rencontre déjà pour commencer. Deuxième séquence animée et deuxième palette, on va voir à quel point Daniil Medvedev a été un animal à sang-froid sur cette partie. Il a totalement optimisé ses possibilités de faire le break contre Reilly Opelka. Ici on le voit, donc on est sur le jeu juste après les 3 balles de break pour Reilly. On avance un petit peu cette séquence, on déroule et on a donc un service avec donc ce kick extérieur, le bread and butter de Reilly Opelka face à Stefanos Tsitsipas qui a fait tellement de points avec ce schéma, sauf qu'ici c'est pas le retour de revers de Stefanos Tsitsipas qui est un petit peu moyen, c'est le retour de Daniil Medvedev, et là il va se faire complètement clouer. On le voit, le russe qui va faire un passing monumental, et il a été très bon en défense, on va le voir dans la prochaine palette. Le Daniil qui va clouer l'américain, passing sur la ligne, break, et ça a déjà été un avertissement très important pour Reilly qui a compris qu'il allait pas forcément faire bonne figure sur cette rencontre, et on voit un Daniil qui serre le point, qui regarde Gilles Servara et qui a fait une première décision dans cette rencontre. Troisième palette dans ce camp tactique et la qualité de service de Reilly Opelka qui a baissé significativement sur cette partie par rapport à la demi-finale contre Stefanos Tsitsipas. On est à 73% de première balle, mais simplement 63% de points remportés derrière cette première. La faute à qui? La faute à Daniil Medvedev dans les bâches ici pour retourner, mais c'est pas un souci. On le voit, ce service qui va viser le revers comme il avait fait contre Stefanos Tsitsipas, mais là on a un Daniil en face, donc premier retour et ensuite l'échange s'engage, et là c'est un problème pour Opelka qui est obligé de reculer en situation défensive là sur ce coup droit. On va avoir un échange qui va s'engager sur plusieurs frappes, et la défense tentaculaire de Daniil qui va réussir à résister une première fois à une offensive d'Opelka, et là un coup droit mammouth en décalage de la part de l'américain qui va encore être avec une superbe défense en extension de la part de Daniil qui va faire une course absolument prodigieuse sur le côté droit et qui va clouer l'américain avec un passing. Donc la défense de Daniil, le côté tentaculaire, dès qu'il arrivait à 2-3 coups de raquette, il pouvait commencer à tisser sa toile, et l'américain n'a eu aucune réponse à ça, parce que soyons clairs, même s'il a été assez performant contre Bautista Agut dans ce secteur, le roi des rallyes sur le court ce soir, c'était pas lui, c'était Daniil Medvedev. Et pour être tout à fait exhaustif sur cette rencontre, je vais vous montrer une quatrième palette et on va voir à quel point Reilly Opelka a été déficient à la volée sur cette rencontre. 10 sur 25 simplement, c'est un secteur sur lequel il avait construit sa victoire contre Stefanos Tsitsipas, et on va le voir, un autre élément très intéressant sur cette palette, c'est comment Daniil Medvedev a réussi à surprendre Reilly. On le voit dans position classique, assez loin, 3-4 mètres de la ligne de fond, et là donc on va voir un Reilly qui va amorcer son geste, qui va lancer sa balle, et regardez-moi bien cette petite canaille russe, il va surprendre Reilly qui a les yeux évidemment rivés sur la balle, il va avancer de 3-4 pas, il est juste derrière sa ligne de fond, il va surprendre l'américain, il avait jamais retourné dans cette position depuis le début du match, sur un point très important à 30. Le retour est pas mal sans être tout à fait tranchant, mais c'est surtout qu'Opelka est surpris et il doit exécuter sa volée, il est loin, il est quasiment encore à l'extérieur du carré, et la volée va s'échapper en longueur. Daniil qui va faire la différence sur ce genre de stratégie tactique, c'est un joueur qui est très malin, très fin au niveau tactique, c'est un joueur d'échecs sur un court de tennis, il réfléchit, il tente des choses différentes, et clairement le QI tennis était davantage de son côté sur cette rencontre. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour et un message positif pour terminer cette vidéo qui fait écho au côté réseau et à ce qu'on a dit sur Stefanos Tsitsipas, et c'est Naomi Osaka qui a décidé de reverser la totalité de son prize money du tournoi de Cincinnati. Elle explique: cela me fait vraiment mal de voir toute la dévastation en
Haïti. Je m'apprête à participer à un tournoi cette semaine et je donnerai tous mes gains financiers aux efforts d'aide en Haïti. Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous irons de l'avant, a ajouté la joueuse de 23 ans numéro 2 mondial. Voilà, plein d'amour sur vous, j'ai peut-être un petit peu abusé de l'érable avant d'enregistrer cette vidéo. On se retrouve dès mardi midi pour couvrir le tournoi de Cincinnati, ça va être toute la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous kiffez la formule, si vous aimez Service Volé. Il y a aussi une chaîne secondaire, il y a un Utip également si vous souhaitez participer au financement et à l'essor de la chaîne. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures tennistiques. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et doucement sur le sirop d'érable et doucement sur la fumette.